Voilà, il est 10h10, retour ici au Forum Digital des associations et des fondations, toujours depuis le studio du groupe Les Échos, Le Parisien. Bah oui, évidemment, une année un peu compliquée. Évidemment, on n'a pas le droit de se voir comme autrefois, dans un palais des congrès, bien entendu. Alors cette année 2020, décidément, ne fut pas une année comme les autres. J'en parle au passé, bon, à tout point de vue d'abord, parce qu'on va arriver en 2021 assez vite, c'est dans 3 semaines. Puis aussi parce que beaucoup vont tout faire pour oublier le plus vite possible cette année vraiment totalement inédite qui nous a tous surpris, évidemment, à partir du mois de mars. Alors, année durant laquelle il a fallu s'adapter pour envisager de nouvelles formes de travail, pour accélérer un process déjà latent. Et c'est justement aussi le cas dans le domaine des associations, secteur fragilisé. Et vous connaissez le dicton, l'union fait la force. Alors justement, face à ces difficultés, la réponse, elle ne peut être que collective. Alliance, coopération, partenariat, comment les développer, comment agir plus efficacement? On est ensemble pendant 3 quarts d'heure avec tous nos amis acteurs, spécialistes de ce dossier, avec Marion Ben Hamo qui nous attend à distance. Bonjour Marion. Bonjour. Vous êtes responsable programme et Fondation Emploi, Économie sociale et solidaire, démarche participative de la Fondation de France. Avec nous également, ici en plateau, Guylain Lafont, bonjour. Bonjour. Président de la table de Cana, Yolène Proux, bonjour. Bonjour. Délégué général de France Tiers-Lieux. Alors justement, tiens, on va présenter un petit peu l'une et l'autre, bien entendu. Marion, bon, la Fondation de France, bien sûr, doit-on le rappeler, premier réseau philanthropique en France. Allez-y, Marion. Alors, la particularité de la Fondation de France, en tant que premier réseau philanthropique en France, c'est d'agir dans tous les secteurs de l'intérêt général, ce qui lui permet d'avoir une approche toujours pluridisciplinaire, que ce soit pour accompagner, conseiller les donateurs et les fondateurs qui nous font confiance ou pour développer nos propres programmes. Dans tous les cas, nous développons une approche collégiale grâce aux bénévoles qui font le choix de nous accompagner et au plus près du terrain grâce à nos équipes en région. La table de Cana, Guylain Lafont, c'est une entreprise d'insertion, c'est un réseau de traiteurs qui assure des buffets, des cocktails, diverses prestations dans le domaine de la restauration. En un mot ? Ça a été créé en 1985, il y en a 10 en France actuellement. Et en fait, on peut dire que la table de Cana, c'est le premier réseau vraiment de traiteurs gourmands et engagés. Mais la clé, c'est l'insertion par le travail, par l'activité économique et par la formation, puisque 70% de nos effectifs sont des gens en insertion, qui en général, au bout de 2 ans, 65% d'entre eux peuvent voler de leurs propres ailes alors qu'on les accueille vraiment dans des situations très difficiles. Réseau de traiteurs gourmands et engagés. Le premier réseau, c'est bien. En France. Oui, Yolène Proux, donc, je le disais, donc, déléguée générale de France Tiers-Lieux. L'association des tiers-lieux, qui a pour but de développer un petit peu... Les tiers-lieux, c'est quoi? C'est les coworking, les Fab Labs, les friches collectives, c'est un petit peu ça, tout ça en même temps? Exactement. Donc, France Tiers-Lieux est une jeune association, elle a été créée l'année dernière. Elle a été créée suite à une mission qui a été faite à la demande du gouvernement auprès de Patrick Lévivette, qui est le président de l'association, pour effectivement faire l'état des lieux à l'origine des espaces de coworking dans les territoires. Et puis très vite, il s'est rendu compte qu'au-delà des espaces de coworking et des bureaux partagés, en fait, on était face à un phénomène beaucoup plus large, avec des acteurs qui se mobilisent dans les territoires et qui ont des activités hybrides, donc ils font bureaux partagés, Fab Lab, activités culturelles, etc. Y compris dans les territoires ruraux, y compris dans les petites et moyennes villes. C'est pas réservé juste à Paris, Lille, Marseille, Lyon, etc. Les grosses métros, non. Non, il y a la moitié en fait des tiers-lieux qui sont dans des espaces ruraux en fait, dans le milieu rural. Alors tiens, les deux associations, avant je donne la parole à Marion au nom de la Fondation de France. Le constat en cette fin d'année 2020, je disais qu'on essaie d'oublier le plus vite possible, bien sûr, vous êtes d'accord avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous durant cette trop longue période? Qui prend la parole? Guylain, peut-être? Table de Cana. En fait, le 17 mars, on a tous été confinés, donc ça a été très violent, puisque l'ensemble de nos laboratoires en France ont été stoppés net. Et vous savez, tout le monde n'est pas confiné de la meilleure façon. Donc nous, notre personnel en insertion, il a fallu en fait s'en occuper et s'en préoccuper. Et lorsqu'on a eu un appel de la Fondation de France qui en fait nous a dit « Est-ce que vous seriez capable de faire des paniers repas en urgence distribués par des associations spécialisées ?» Pour répondre à votre question, la force du réseau, c'est qu'en un week-end,
on a réuni tout le monde, on a dit qu'il faut trouver un panier repas à peu près équivalent entre Bordeaux, Perpignan, enfin tout le monde, et surtout au même prix. Et en 24 heures, là, le réseau s'est mobilisé d'une façon extraordinaire. Génial. Et ça a été génial. Donc, c'était vraiment cette idée de tous unis contre le virus. Après, on a continué avec une opération qui était un don de solidarité, puisqu'on disait, en fait, on dit aux gens, vous donnez 7 €, puisqu'on a relancé l'opération aujourd'hui. Avec ces 7 €, vous donnez du travail, puisque nous, notre chef d'affaires est impacté de 50%. Hein. On fait Attendez, vous avez un chiffre d'affaires qui a été impacté de 50% pendant cette crise. Vraisemblablement, sur l'année, il va être impacté de 50%. Parce que c'est clair. Il ne faut pas rêver. Hein. Toutes ces grandes opérations, maintenant, sont stoppées. Et donc, en fait, on s'est réinventé. On s'est réadapté, mais en urgence. Mais aidé par la Fondation de France et toutes ces fondations abritées. Donc, il y a eu, en fait, une sorte de chaîne de solidarité hyper rapide. Formidable. Hyper rapide. Et je peux vous dire qu'en fait, la fierté des gens qui ont fait et qui font encore aujourd'hui les paniers repas pour des gens encore plus fragiles et encore plus démunis qu'eux, eh ben, il est évident que là, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est pour ça qu'on a réussi, en fait, nous, à survivre et en se redéployant. C'était pareil pour vous, à France Tiers-Lieu, Yolène Prouff. Alors nous, France Tiers-Lieu a été très vite mobilisée, effectivement, parce que les acteurs des tiers-lieux ont été fortement fragilisés par la crise. Donc dès le début, déjà, on a essayé d'aider ces acteurs-là à se repérer dans les aides qui étaient mises à disposition par l'État pour les soutenir. Et puis on a lancé une enquête pour voir effectivement quel était un peu l'état de la situation. Alors évidemment, de nombreux acteurs économiquement fragilisés, avec des grosses pertes aussi de chiffre d'affaires. La majorité des acteurs fermés. Vous l'avez estimé à peu près ou pas? Parce que Guylaine disait ça va faire 50% sur l'année. Voilà, c'est net, c'est clair, c'est sanglant. D'ailleurs, ne savent toujours pas s'ils vont pouvoir rester ouverts l'année prochaine. Parce qu'en fait, cette deuxième vague, en plus, a été d'autant plus aussi problématique pour eux. Mais néanmoins, malgré les fermetures, parce que tous ces lieux-là ont fermé, on a 9 tiers-lieux sur 10 qui se sont mobilisés et qui ont mis en place des actions de solidarité dans les territoires, que ce soit de la distribution alimentaire, que ce soit de l'inclusion numérique, que ce soit du soutien scolaire aussi, de l'aide aux personnes âgées fragilisées. Donc on voit bien qu'on est face à des acteurs qui, malgré en fait les difficultés, se sont aussi mobilisés dans la solidarité. Et on a travaillé avec la Fondation de France, notamment pour les makers, mais on y reviendra après. Ouais. Alors tiens, justement, la Fondation de France, Marion Benhamou, donc votre regard général sur cette période, Marion, les difficultés financières, les difficultés sociales des associations. Quelle photo on peut en faire ? Notre regard, ça a d'abord été un regard immédiat dans la première période de crise et de confinement. Regard qui nous a permis de lancer l'opération Tous unis contre le virus, en soutien au monde de la recherche pour trouver des solutions contre la maladie, en soutien au personnel soignant et aux aidants, dont on a vu les besoins émerger très rapidement, et en soutien aux populations les plus vulnérables et les plus isolées pendant cette période. Le deuxième façon de regarder cette période, ça a été de constater aussi le formidable élan de générosité, de fraternité, l'envie des gens d'être ensemble, les réactions de solidarité très spontanées de la part de collectifs d'habitants, de la part d'associations et de la part de leur réseau. Et la troisième façon de regarder cette situation, c'est d'ores et déjà de penser l'avenir, de se projeter dans l'après, dans ce que d'aucuns ont appelé le monde d'après, pour construire une société plus résiliente, plus solidaire et plus durable, puisque notre activité, c'est de savoir agir pendant les crises, mais sur la longue durée également. Oui, alors ça, on va se projeter dans un instant sur l'avenir. On reste toujours sur l'état des lieux, la photographie, Marion. Le monde associatif ébranlé, baisse ou non des dons, volume, du nombre de donateurs. Et puis face à ça, la crise économique qui nécessairement accroît les besoins dans un certain nombre de domaines, que ce soit la santé, la pauvreté, l'alimentation, l'isolement. Enfin, tout ça s'agrège en même temps et j'allais dire, rentre en collision nécessairement. Alors, comme je vous le disais, ce qu'on a constaté, c'est à la fois l'explosion des besoins, mais également l'augmentation de la solidarité. À la fois la générosité qui s'est exprimée, je rappelle quelques chiffres. Au premier semestre 2020, les dons aux associations ont augmenté de 22%, ce qui ne veut pas dire
qu'ils auront augmenté sur l'ensemble de l'année. En général, 40% des dons se font sur le dernier trimestre de l'année. Donc là, nous ne sommes pas encore en mesure d'établir des bilans. Mais ce que nous avons vu, c'est la réponse, les initiatives solidaires à tous les besoins criants sur le terrain. Et à la capacité de réagir de façon très efficace des associations, des collectifs d'habitants. Oui, alors ça c'est formidable, parce que vous évoquiez il y a un instant, Marion, ce côté solidarité, ce besoin de travailler ensemble. Et c'est ça, quelque part, aussi, la Fondation de France, votre méthode. Comment vous avez travaillé en profitant, quelque part, de votre rôle d'intégrateur, de facilitateur? Quelles solutions vous avez proposées? Il y avait déjà un lien préétabli, bien sûr, pour montrer que la Fondation de France... elle sait intervenir vite. Et on l'a vu d'ailleurs, tout de suite, là, au travers de l'exemple de Guylain, là, comment la table de Cana, en petit commando, hop, c'est mobilisé. C'est pareil pour vous à la Fondation. Alors, notre métier quotidien, c'est d'être chaque jour au contact étroit du monde associatif, au contact de ses têtes de réseau, au contact des acteurs de terrain dans tous les territoires. Et dès le premier jour du confinement, notre travail, ça a été de prendre nos téléphones et d'appeler les différents partenaires avec lesquels nous sommes habituellement en lien pour parvenir à établir, je dirais, des diagnostics thématiques et arriver au sein de nos équipes à les croiser pour voir comment ces préoccupations sectorielles pouvaient se répondre et se compléter les unes avec les autres. Alors, je dirais que le fait qu'on ait des relations déjà préétablies a bien facilité le travail, des relations de confiance, la possibilité d'agir, d'échanger très librement et d'agir très rapidement. Et c'est ce qui nous a permis de créer toutes ces associations qui agissent dans des secteurs différents et qui, trop souvent, ne se connaissent pas. Et ce qui nous a permis d'imaginer de mutualiser leurs forces et de répondre efficacement à des besoins qui étaient inédits. Le fait d'arriver à connecter les traiteurs d'insertion et les associations de distribution alimentaire, c'était quelque chose de très nouveau qui nous a été permis par les liens qui préexistaient entre dans les équipes de la Fondation de France avec ces différents acteurs. C'est formidable ce qu'elle nous raconte, Marion Benhamou, au nom de la Fondation de France, quelque part. Ça a poussé à réveiller en quelque sorte le collectif, d'impulser finalement des alliances entre des gens qui ne se connaissaient pas. Vous l'avez vu, vous, Yolaine Proulx, au nom de France Tiers-Lieux, et puis vous nous le direz dans un instant, Guylain, la table de Cana. Yolaine. Mais nous, c'est vrai qu'on s'était rencontrés avec Marion avant la crise, très peu en fait finalement avant la crise. Et donc pendant la crise, il y a tout un collectif de makers qui s'est mobilisé, et puis tous les tiers-lieux et les Fab Labs qui font de la fabrication dans les territoires, qui se sont mobilisés pour fabriquer du matériel pour venir en aide au personnel soignant en première ligne. Donc nous, ça c'est quelque chose qu'on a identifié très vite. On a été en soutien de ces acteurs et on s'est rendu compte qu'il y avait un fort besoin d'appui financier en fait à cette initiative. Et donc voilà, on s'est contacté avec Marion. On a dit à Marion, voilà, on a des milliers de makers qui fabriquent du matériel pour le personnel soignant, qui le font sur leur denier personnel en fait pour beaucoup, qui achètent la matière première sur leur denier. Donc on a dit, on souhaite les aider, comment on fait? Et très vite, on s'est dit, montons un formulaire très simple, envoyons-le à l'ensemble des makers et des collectifs qui fabriquent. Et ça a répondu tout de suite. On a eu des réponses très nombreuses. Formidable. On a pu soutenir 45 initiatives avec la Fondation de France. Et même au-delà du soutien financier, c'était aussi une reconnaissance forte en fait, pour ces acteurs qui se sont engagés dès le début. Voilà, puis de se parler, de se voir aussi peut-être Guylain Lafont au nom de la table de Cana. Cette période, quelque part, elle a peut-être accéléré, réveillé en tout cas des tendances existantes. Voilà, peut-être ce besoin de s'allier. Je pense que cette période, elle est terrible, elle est terrifiante. On n'en a pas encore mesuré toutes les conséquences, tous les impacts sur le plan économique et social. Mais je dirais que pour nous, en interne, ça a été un accélérateur de particules, si j'ose dire. C'est-à-dire que l'idée de faire des paniers repas uniquement, d'en faire notre métier, pour certains de nos membres, ça a été un peu du questionnement, en disant, quand même, on n'est pas fait pour ça. Non. Sauf qu'on ne savait pas faire autre chose. Oui. Tous nos laboratoires ont été stoppés net. Ouais. Et tous ces gens qui sont nos employés, il y en a 270 en France, qui étaient confinés chez eux du jour au lendemain. Donc, ils n'ont pas compris. Donc, le fait que la Fondation de France nous appelle, ces fondations abritées, ce collectif, cette rapidité, les mêmes qui doutaient, au fond, qui doutaient un peu quand même. Ils disent aujourd'hui on continue. Non, mais ils disent on continue, et deux, ils disent ça nous a sauvés. Ouais, génial. Au sens où vraiment il y a cette dynamique et ce collectif d'un réseau qui s'est certainement aussi, je ne dis pas qu'il n'était pas soudé avant, pas du tout, mais quelque part
quelque part, il y a un avant et un après. Et maintenant, nous, on continue dans cette dynamique, puisqu'on a un projet de déploiement en 2025 qui est de doubler le nombre de personnes en insertion en France. Et on pense qu'aujourd'hui, on est totalement légitime pour le faire, surtout avec la crise actuelle. Parce qu'on on a une expérience, un savoir-faire et un savoir-être. C'est ça, Marion Benhamou. Il le dit très bien, Guylain Lafont. Il y a un avant, il y a un après. La créativité des coopérations, quelque part, qui existait, qui pointait nécessairement. Parce que, voilà, la Fondation de France, qui n'est pas née, évidemment, pendant cette crise du Covid. Quelque part, profitant de cette crise, elle s'est exprimée davantage, elle s'est réveillée davantage. Et on a aussi envie aujourd'hui que ça aille encore plus loin. On a su mettre en contact des personnes qui n'avaient pas pour habitude de travailler ensemble. On souhaite développer ces partenariats au service de la construction de solutions solidaires qui soient pérennes, qui soient durables, qui construisent des cercles vertueux. Pourquoi pas aujourd'hui, à l'issue de cette expérience qu'on a eue avec les réseaux de traiteurs solidaires et les réseaux de distribution alimentaire, pourquoi pas imaginer un sourcing solidaire également auprès de structures d'insertion qui travaillent, qui dans le maraîchage biologique, qui dans la logistique solidaire, respectueuse de l'environnement. Donc il y a encore beaucoup de choses qui sont à imaginer ensemble pour construire un monde plus solidaire, plus résilient et plus durable, et qu'on a envie de travailler avec tous les partenaires avec lesquels on a déjà travaillé pendant cette période et avec d'autres demain. Un fonctionnement qui va être totalement réinventé. Yolène Proux, France Tiers-Lieux. Nous, ce fonctionnement de la coopération territoriale, de la solidarité, de l'entraide, de la mise en réseau, il est intrinsèque en fait au fonctionnement des tiers-lieux et à la façon, effectivement, aux méthodes en fait des tiers-lieux. Nous, ce que ça a révélé, déjà la crise a révélé fortement la capacité à faire et à faire vite des tiers-lieux et la capacité aussi à organiser à une échelle très locale en fait des coopérations. C'est vrai que très vite, ils se sont mis en relation avec les hôpitaux, mis en relation avec les collectivités pour faire de la distribution de ce matériel médical. Donc voilà, ça a été un peu ce révélateur. Et ça nous a fait prendre conscience aussi d'un besoin de structuration à une échelle aussi plutôt régionale, d'appui de ces coopérations territoriales. Et nous, aujourd'hui, au-delà en fait, des makers et des tiers-lieux qui font de la fabrication, on voit qu'on a un très fort besoin d'accompagnement en fait, des projets de tiers-lieux dans les territoires. Et que cet accompagnement, il faut le travailler à une échelle très locale. Et on travaille avec la Fondation de France à soutenir ces échelons régionaux de structuration et d'accompagnement des porteurs de projets de tiers-lieux dans les territoires. On reparlera évidemment de la dimension régionale d'ici 10 minutes, un quart d'heure, puisqu'on sera avec Cécile Allot, déléguée générale de la Fondation de France Méditerranée. Je crois qu'elle est à Marseille. C'est pas tout de suite, mais simplement, cette crise sanitaire, est-ce qu'elle va inciter aussi les associations à réinventer quelque part leurs appels aux dons? Parce qu'on a vu un certain nombre d'événements qui étaient évidemment... on n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit de faire des événements sportifs. On l'a vu la semaine dernière avec le Téléthon, notamment à une autre échelle, exactement. Est-ce que, associations et fondations, bien sûr, vous allez revoir un petit peu votre fonctionnement dans ce contexte? Guylain Lafont, et puis après je te poserai la question à Marion au nom de la Fondation de France. En fait, si vous voulez, l'appel aux dons, il faut élargir le spectre, il faut élargir le champ des possibles. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des gens qui, jusqu'à présent, ne nous donnaient pas, mais maintenant nous donnent. C'est-à-dire sont extrêmement touchés par ce que nous avons fait, puisque ça a été d'ailleurs assez bien médiatisé. Et finalement, c'est une façon aussi pour eux de prendre leur part dans les personnes les plus démunies et les plus fragiles. Ils ne peuvent pas le faire directement parce que c'est compliqué pour eux, ils n'ont peut-être pas les bons endroits, mais ils savent que la table de Cana, depuis 35 ans, elle sait faire, et qu'en plus, il y a une confiance dans son enseigne. La table de Cana, c'est porteur de sens. Il y a un message quelque part. On comprend, c'est très clair, bien sûr. D'ailleurs, le logo, vous voyez, c'est une table avec, à un moment donné, la table est ouverte pour accueillir celui le plus pauvre. Accueillir, en fait, celui qui est le plus démuni. Et donc, l'appel aux dons, en fait, nous avons déployé notre force, mais on ne peut pas le faire tout seul. C'est-à-dire, on le fait par le biais des fondations, on le fait par le biais d'associations, on le fait par des gens qui, jusqu'à présent, même ceux qui nous donnent, je dirais, quand on dit donner peu, ça ne veut rien dire, mais quand nous avons un don, et quelqu'un qui vous envoie un virement de 7 €, mais vous êtes extrêmement touché, parce que 7 € multipliés par 10 personnes qui font ça, c'est là où vous arrivez à faire. Aujourd'hui, vous voyez, on a lancé notre deuxième opération, un don de solidarité. En 3 semaines, on a déjà récolté quasiment
175 000 € et on est en fabrication de 25 000 paniers repas. Bon. Super. Moi, on tient au courant les gens quasiment en temps réel. On leur envoie des photos, on leur montre ce qu'on fait. Et les gens, en fait, reviennent vers nous. Donc, cet appel aux dons, il peut être que concrétisé, que pérennisé par des faits. C'est-à-dire que les gens, en fait, c'est la traçabilité de ce don. Ouais. Et puis surtout, il y a une inquiétude de voir tous ces gens sur le bord de la route. Et nous en accueillons. Alors, on ne peut pas accueillir tout le monde, mais voilà, et on le fait. Et bon, après, aide-toi le ciel t'aidera. Hein, c'est-à-dire qu'il faut dépenser une énergie considérable pour être crédible et pour montrer qu'il vaut mieux donner à la table de Cana plutôt qu'à d'autres. Alors, c'est chacun, non pas chacun pour soi, mais c'est là où le collectif joue. Parce que quand on donne à la Fondation de France ou à ces fondations abritées, et qu'ensuite on sait que cet argent va être affecté à la table de Cana, que la table de Cana va pouvoir aller distribuer avec les Restos du Cœur, l'Armée du Salut, le Secours Populaire, que sais-je, là il y a une chaîne. Et c'est ce chaînage qui fait que les gens savent que cet argent n'est pas, je veux dire, ne tombe pas dans un trou et qui va être affecté à des gens qui ont faim. Ce qui peut parfois donner le doute à certaines personnes en se disant est-ce que je donne, est-ce que je donne pas, à qui ça va aller, etc. Et c'est vrai qu'il y a des structures très utiles, très reconnues, réputées, comme la Fondation de France. Marion, justement, sur les associations, les fondations, comment ça, on réinvente quelque part la notion de don on en parlait tout de suite avec Guylain Lafond de la table de Cana. Je crois que Guylain a beaucoup dit sur le sujet et que je peux aller que dans le sens de ce qu'il indiquait. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les donateurs ont envie de voir comment leur don est utilisé. Donc, comment tracer l'impact de leur don. Et ce que nous souhaitons leur garantir, c'est que leur don est un effet multi-effet, je dirais, pluri-impact. C'est ce qu'on a fait avec le réseau de la table de Cana, mais aussi avec une dizaine d'autres traiteurs solidaires pendant la période du Covid. Et comment Marion, justement, comment Marion a porté cette transparence que le citoyen, la citoyenne, le consommateur aussi, quelque part aussi, parce qu'il le voit aussi quand il va faire ses courses. Comment apporter cette transparence? Comment rassurer? Est-ce que vous avez mis des choses en plus en application? Oui, régulièrement, nous avons mis en place des restitutions, des projets avec des reportages photos, avec des interviews, avec des échanges avec les porteurs de projets. Nous avons organisé des séances de restitution. Nous avons établi des bilans des différentes activités. Donc, tout ça est parfaitement transparent et possible de retrouver sur notre site Internet. Ce que je voudrais dire, c'est de montrer en quoi, en donnant à nos structures, c'est la garantie d'une qualité, c'est la garantie d'une expertise et c'est la garantie d'une réponse qui puisse permettre à des solutions efficaces de se développer sur les territoires. Alors, on va reparler des territoires dans un instant. Cette crise, on l'a vu, alliance, coopération, partenariat, comment les développer pour agir plus efficacement. Marion, la réponse, elle va être de plus en plus collective. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui va rester de cette période de troubles qu'on a connue en 2020? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va rester? Alors, ce qui va rester, je dirais, d'abord, c'est ce qui va rester qui constituait la colonne vertébrale de notre activité habituelle. C'est d'agir, certes, dans l'urgence quand c'est nécessaire, mais aussi et beaucoup dans la durée, parce que c'est là que nous trouvons nos spécificités. La particularité des fondations, c'est de permettre l'émergence, le test d'idées nouvelles, les tests d'expérimenter de nouvelles façons de faire, la possibilité de prendre des risques pour innover, pour changer la donne, pour produire des solutions qui soient pérennes et structurantes. Donc, toute l'année, nous avons été amenés à revoir nos orientations, nos façons de travailler et à ajuster nos priorités, nos stratégies pour aujourd'hui et pour demain, en lien avec les 900 fondations que nous abritons. Et nous tirons les leçons de cette crise également en lançant un nouveau programme, Inventer demain, qui nous permettra de davantage mobiliser des réseaux et de faire naître des interactions entre des acteurs clés de changement qui se distinguent et que nous allons sélectionner pour leur ambition de transformation et leur capacité à mettre en œuvre des solutions de terrain, des solutions quotidiennes au service de cette ambition de transformation. Chaque année, nous allons sélectionner une quinzaine d'entre eux que nous allons accompagner de façon pluriannuelle dans le développement de leurs activités.
Et dans le cadre de ce programme, nous allons particulièrement mettre l'accent sur l'intelligence collective, sur le travail en collaboration, en coopération, pour que tous ces acteurs qui viennent de mondes très différents puissent mettre en œuvre des solutions collectives, ensemble, co-travailler et co-développer. Je crois que cette notion de coopération, d'alliance, de travail en commun, en partenariat, se déploiera également dans le cadre des démarches territoriales que nous mettons en œuvre avec nos équipes régionales, qui vont permettre d'aller défricher sur des territoires repérés pour leur vulnérabilité de nouvelles coopérations et de trouver les clés déterminantes de résolution de ces problèmes spécifiques avec les partenaires sur ces territoires en fonction des ressources, je dirais, et des capacités de mobilisation spécifiques à chacun de ces territoires. Bon alors, on vous salue et on vous remercie. Marion Benhamou, donc responsable programme Fondation Emploi, Économie Sociale et Solidaire, donc à la Fondation de France. On va appeler dans quelques instants bien votre homologue, Cécile Allot, déléguée générale de la Fondation de France Méditerranée. Je crois qu'elle est à Marseille. À bientôt, Marion. On va établir la connexion dans un instant. Oui, sur cette dimension régionale. Comment est-ce qu'elle va prendre davantage d'importance? On va demander justement comment la Fondation de France va mettre en œuvre ce programme d'un point de vue régional, donc avec Cécile, qu'on va retrouver dans un instant. Mais vous, est-ce que vous avez été amené à revoir quelque part votre fonctionnement au quotidien, même votre structuration? France Tiers-Lieux, Yolène Prouf. Nous, en fait, les structures régionales, il y en a déjà qui existent, en fait, d'appui au développement des tiers-lieux dans les territoires. Ça fait partie de nos missions au sein de France Tiers-Lieux, quand on a été créé, d'être en appui, en aide à la structuration d'acteurs locaux à l'échelle régionale. On en a une en Nouvelle-Aquitaine, on a la coopérative des tiers-lieux, il y a aussi la compagnie des tiers-lieux dans les Hauts-de-France. On cherche à appuyer ce développement dans toutes les régions de France, parce qu'effectivement, accompagner un porteur de projet de tiers-lieu, la personne la plus à même de le faire, en fait, c'est une personne qui a un niveau local. En fait. Nous, ça n'aurait pas de sens à une échelle nationale d'être en accompagnement d'un porteur de projet à un niveau local. Donc, on a besoin de s'appuyer sur ces acteurs de terrain, en fait, qui sont les plus à même de le faire. Et donc, ça fait partie de nos missions un peu prioritaires sur l'année prochaine, d'être en appui à la structuration de ces réseaux. Et je le disais tout à l'heure, on y travaille aussi avec la Fondation de France. Et ces réseaux seront en capacité d'aller accompagner les porteurs de projets à développer leur modèle économique, à mettre en place des partenariats au niveau local, à créer aussi du pair à pair, du compagnonnage, de l'entraide entre les différents tiers-lieux d'un même territoire pour que, on crée des outils communs aussi entre ces différents tiers-lieux. Et nous, à l'échelle nationale, on prend ces outils communs et on les déverse aussi à l'ensemble du territoire, de l'échelle nationale, pour faire une montée en compétences collectives en fait, de ces acteurs des tiers-lieux. Guylain Lafont, la table de Cana, il va y avoir des déclinaisons régionales. Comment vous allez vous organiser? Alors la table de Cana, vous voyez, c'est assez étrange parce que juste avant le confinement, fin février, début mars, la table de Cana avait organisé un grand séminaire près de Lyon, à Valpré. Et le thème, c'était « Est-ce qu'on a toujours envie d'être ensemble en 2025 ?» Tout le réseau était là. Bon, 2 jours très intenses, et à l'issue du séminaire, oui, on a toujours envie. Bien sûr. Oui, on va donc doubler le nombre de personnes en insertion sur les 5 prochaines années. Et l'objectif, c'est de se déployer et de continuer dans les territoires. Donc la France actuellement est couverte, mais pas complètement. On n'a rien dans l'ouest, on n'a rien dans le nord et on n'a rien dans l'est. Donc appel lancé aux habitants de l'ouest, du nord et de l'est. De l'est, dans le Grand Est. Donc il y a 3 grands axes. 1, augmenter la croissance organique de nos 10 entreprises d'insertion actuelles. Il faut que Paris se développe, il faut que Lyon se développe, que Marseille se développe, que Montpellier, Perpignan, Bordeaux, Orléans, Saint-Étienne et Nogent se développent. 2, faire appel à des traiteurs-restaurateurs qui sont dans l'insertion, évidemment, qui sont seuls et qui auraient besoin de rejoindre un réseau fort. Donc rejoignez-nous, venez nous voir. Et 3, faire appel aussi à des plus jeunes, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont très diplômés, mais qui n'ont pas envie de faire des carrières standards, et qui peuvent aussi prendre leur part aux plus démunis, aux plus fragiles. Prendre un peu de temps on est prêt à les tutorer, on est prêt à les aider, on est prêt à les lancer, parce qu'on a des parrains et des marraines dans notre structure qui sont prêts à s'en occuper. Et on a 5 ans pour le faire. On voudrait passer de 270 personnes en insertion à plus de 600. Oui, alors ça c'est bien, on va donner la parole dans un instant à Cécile Allot. Mais vous, cette crise, vous sentez qu'il y a de plus en plus un rajeunissement peut-être des personnes qui peut-être qui fréquentent vos associations parce qu'elles sont dans le besoin, mais qui viennent aussi aider. Est-ce que vous avez l'impression que cette crise, elle a apporté davantage de générosité, elle a ouvert davantage, Guylain? Je pense qu'elle a libéré beaucoup de peur en disant, par exemple, pourquoi est-ce qu'on irait travailler dans des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire? Aujourd'hui, c'est
extrêmement bien, c'est très tendance. C'est courant, ouais, c'est courant. Tant mieux. Je vois actuellement à Rennes, nous avons 2 jeunes femmes qui sont en train de lancer un restaurant solidaire et qui disent « mais au fond, la table de Cana, ça peut nous être utile ». Je pense à l'une d'entre elles qui était graphiste, qui dit « mais moi, je veux faire autre chose », qui a fait son CAP de cuisine. Et voilà, et quel âge elle a ? Elle a 35 ans. Ah. Bon, on pourrait dire, à 35 ans, lancer un restaurant solidaire, c'est de la folie. Non, le fait de revenir dans un système avec des gens qui font ça et qui sont prêts dans une logique de tutorat, de transmission, c'est jouable. Donc oui, hein, et puis il faut qu'on se rajeunisse aussi, parce qu'on a 35 ans d'âge. Donc il faut qu'on assure la pérennité des 10 prochaines années. Yolène. Nous, de notre côté, le phénomène des tiers-lieux, ça fait une dizaine d'années qu'on parle de tiers-lieux, mais là, on est clairement face à une explosion des initiatives dans les territoires. On était à 1800 tiers-lieux en 2018 quand Patrick Lévy-Weitz a fait l'état de la situation. Là, on vient de lancer un grand recensement et une enquête cet été. On est à peu près à 2200, 2500 tiers-lieux avec les tiers-lieux en projet. Ouais. Donc, plus on a 40%. Une forte croissance. Ouais, Donc, on estime peut-être 3000 tiers-lieux en 2022. Enfin, on voit bien qu'il y a un élan, en fait, citoyen dans les territoires de monter des projets avec une forte dimension, effectivement, d'intérêt général et qu'on est au début, effectivement, de cette forte croissance. Cécile Allot est-elle là ? Cécile, bonjour. Oui, elle est là. Bonjour. Bonjour Cécile. Vous êtes à Marseille, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et je m'appelle Malo, mais j'aurais répondu quand même à vos questions si vous continuez à m'appeler Allô. Je suis désolé, je vous connais qu'au travers du prénom Cécile Malo, donc, qui, contrairement à son nom, eh bien, elle se trouve dans le Sud et non pas en Bretagne. Déléguée générale de la Fondation de France Méditerranée. Il y a un instant, c'est Marion Benhamou qui évoquait donc ce nouveau programme mis en place par la Fondation de France, justement, peut-être pour restructurer, épouser peut-être un mode davantage régional. Cette dimension régionale, comment est-ce qu'elle va s'incarner ? Comment est-ce que vous allez la mettre en place, Cécile ? Écoutez, on va continuer à agir dans la continuité de ce qu'on fait depuis des années dans les régions, dans les antennes régionales de la Fondation de France, en tenant compte de tout ce qu'on a appris dans cette première partie de la crise. Ici, à Marseille, on a été extrêmement réactifs dès les premiers jours du confinement. C'était assez terrible sur l'ensemble de la région, mais Marseille en particulier, avec ses 200 000 personnes en dessous du seuil de pauvreté, on a été obligés de changer le logiciel, si je puis dire, très vite, et de sortir de notre zone de travail habituelle, d'aller vers les acteurs publics, associatifs, les autres fondations du territoire aussi, pour construire des réponses dans l'urgence, dans un contexte qui, quand même, il faut le dire, était plutôt marqué par la sidération. Cette dimension régionale dans votre action à la Fondation de France et de façon générale dans ce monde de l'ESS, cette dimension régionale, elle existait, bien entendu. Comment est-ce qu'elle s'est accélérée et comment, justement, va-t-elle perdurer, cette dimension régionale, justement ? On va la faire perdurer donc à travers le programme que mentionnait Marion tout à l'heure, qui s'appelle Démarche territoriale. Notre idée, c'est d'agir plus particulièrement dans certains territoires qui cumulent à la fois des difficultés structurelles et un impact Covid très fort. Sur ces territoires, il s'agira d'abord d'aller vers les acteurs publics, privés, et de nouer des coopérations avec eux sur la base d'un constat partagé de la situation, pour qu'on soit bien au clair d'ailleurs d'abord tous sur les défis à relever. Et ensuite, l'idée, c'est de détecter des acteurs clés de changement, donc des associations, des porteurs de projets qui ont envie de relever ces défis et qui ont besoin de nous. Et j'allais dire, c'est là qu'il y aura un petit changement, non seulement par du soutien financier, mais aussi par un soutien en termes de médiation, de capitalisation, d'appui méthodologique et de mise en relation avec tout un tas d'acteurs sur le territoire. Et Cécile, ça va apporter plus d'efficacité à votre action, le fait d'être plus proche, d'avoir maillé davantage le territoire. On a vu cette crise qui a révélé ce besoin davantage de proximité, et pas uniquement évidemment dans ce secteur. On pourrait parler évidemment des produits frais, etc. Voilà. Bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus sur les nouvelles tendances de consommation. Mais quelque part, il y aura beaucoup plus d'efficacité pour votre action à la Fondation de France en 2021 ? Oui, il y aura plus d'efficacité et ce qui est très important pour moi, c'est que cette efficacité, elle soit à deux niveaux. D'abord, qu'elle puisse permettre à des gens sur le terrain d'avoir des réponses aux problèmes auxquels ils sont confrontés et aussi
à travers ces expériences, d'avoir de formidables occasions d'inventer de nouvelles réponses qui pourraient inspirer d'autres territoires sur notre région, mais aussi au plan national. Ce que je peux dire aussi quand même, c'est que pour ce faire, j'employais tout à l'heure le terme de nouveau logiciel, j'observe qu'en effet, pour nouer de telles alliances, il faut changer la posture, être très agile, accepter d'oser, de sortir de sa zone de confort, si je puis dire, et d'aller vers l'autre, de prendre des risques. Et quand je dis l'autre, c'est aussi même ses propres concurrents. Et ça, c'est très intéressant. Agilité, oser aller au-delà de la zone de confort, ça va être aussi une nouvelle façon de fonctionner, de travailler en cette année 2021 qui va démarrer. Guylain Lafont, la table de canard. Je crois qu'on a une responsabilité collective, c'est-à-dire responsabilité de changer les codes. Vous voyez, par exemple, moi, je viens du monde de l'entreprise. Oui. Je connaissais très, très peu le monde de l'administration, le monde de l'économie sociale et solidaire. Je trouve que maintenant, il est temps de faire tomber toutes ces barrières. Et on voit que c'est possible de travailler ensemble. On vient tous de milieux différents, on vient tous de zones différentes. Mais là, le monde est en train de changer à vitesse grand V. Mais ce n'est pas la France, c'est le monde entier. Mais nous, là où nous sommes placés, on doit changer aussi nos façons de faire et notre façon d'être. Et ça, c'est le rôle aussi des responsables. C'est de pousser aussi les gens qui travaillent avec nous, toutes les personnes, mais toutes les personnes, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent pour la table de canard, tous les fournisseurs, tous les clients, toutes les parties prenantes. Il y a quelque chose qui est complètement à réinventer. Et je vois, nous, on est très suivis par les pouvoirs publics, par le ministère délégué à l'insertion qui a été créé par le président de la République au mois d'août dernier. Ils comptent sur nous. Ils comptent sur nous, c'est-à-dire on voit bien que quelque part, je ne dis pas qu'ils sont perdus, mais mettons-nous à leur place 2 minutes. Ils sont devant des problèmes considérables. Donc si on attend toujours, finalement, des autres que ça change, commençons par changer nous-mêmes, commençons par être contagieux dans le bon sens du terme, pas comme cet horrible Covid, mais de donner de l'énergie, de la force, de dire c'est possible. Et moi, je sens bien que dans le réseau, il y a cette volonté de se dire ça. Se dire, mais au fond, on peut accueillir des plus jeunes, on peut changer nos façons d'être, on peut voir les choses différemment, un verre à moitié plein ou un verre à moitié vide. Sinon, si on ne fait pas ça, on va continuer comme avant à être dans nos cases, avec nos petits trucs et nos petits machins, et ça ne marchera pas. Et Cécile Malot à Marseille, ce que vient de dire Guylain, l'idée de se réinventer, d'être contagieux dans le bon sens du terme quelque part, le fait d'avoir davantage une structure régionale, ça vous permet peut-être de recruter davantage, peut-être justement, de vous ouvrir un peu plus ? Oui, par exemple, aujourd'hui, je travaille avec Reda Califano et les services du département cohésion sociale de la métropole Aix-Marseille, avec Joël Chenet, commissaire à la lutte contre la pauvreté. On a créé un petit groupe qu'on appelle le groupe Medellín, parce qu'on s'inspire largement de la ville de Medellín en Colombie, qui est une ville qui a cumulé toutes les difficultés et qui aujourd'hui est classée parmi les plus résilientes au monde. Et ensemble, avec ces personnes, et j'insiste là-dessus, avec ces personnes plus que des institutions, on va essayer de déterminer une dizaine d'acteurs clés de changement sur le territoire de Marseille, de les soutenir, de leur permettre de se développer et de répondre enfin à des questions autour de la pauvreté, autour de la mobilité sociale, dans un territoire qui en a besoin cruellement. Yolène, un mot après Cécile. Oui, en rebond, c'est vrai que nous aussi, on travaille à bousculer en fait les choses auprès des institutions. Les tiers-lieux, c'est des acteurs qui ne rentrent dans aucune case, puisque par définition, ils cochent toutes les cases. Ils font à la fois la transition écologique, de la solidarité, de la transition numérique. Ils œuvrent pour l'insertion dans l'emploi, sur les nouvelles modalités de travail. Enfin voilà, on est vraiment sur des acteurs qui sont sur la transversalité. Et donc c'est vrai que nous, on essaie de bousculer les choses aussi auprès des institutions et des ministères avec lesquels on travaille pour transversaliser, éviter les silos, éviter la mise dans les cases en fait de ces acteurs-là. Et donc on est attaché à un programme interministériel et on fait ce travail d'aller frapper à toutes les portes de tous les ministères pour démontrer en fait la valeur de ces acteurs qui aujourd'hui sont dans une logique très horizontale, collective, coopérative et qui cassent en fait l'ensemble de ces silos. Un mot, Guylain, parce que je reprends une question qui s'adresse directement à Yolène, là, au nom de France Tiers-Lieux. C'était juste pour rebondir. En fait, moi, je connais bien un département qui est le département de la Drôme. Oui. Premier département biologique de France. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai été voir les gens de la communauté des communautés de communes, puisque je suis vraiment
très attachés à ce département. Et je leur ai dit au culot, et si on lançait une table de canard dans la Drôme? Premier département biologique, nous on est dans bioéconomie circulaire. Je peux vous dire qu'il y a quelques mois ou quelques années, on m'aurait dit « Oh là là, c'est très compliqué, il faut aller voir monsieur Untel, le conseil général, le conseil départemental. » Là, c'est l'inverse. Tout le monde m'a dit « Ce truc-là, c'est génial, ça crée une dynamique, on est avec l'agriculture, le bio, les personnes, etc. Ça nous intéresse. » Mais c'est tout. Alors il me dit « Revenez nous voir, nous on est prêts à vous écouter. » Je me suis dit « Mais c'est génial !» Vous allez servir du tilleul, de la tisane, de buis et baronnie peut-être à la table de canard. Buis et baronnie, on ira avoir de l'olive à Nyons. Mais par exemple aussi. Vous voyez, je veux dire, il y a toute cette dynamique. Et ça, moi, je trouve que ça, c'est très encourageant. Bon, allez, j'ai une question. Pascal Stéphane, du fonds de dotation Carpape Bretagne. Je la cite parce que voilà, elle intervient en tant que professionnelle, apparemment. Ma question à vous, tiens, Yolène Proux. Pensez-vous que ces tiers-lieux, au plus proche du public, peuvent permettre un développement d'actions entreprises mutualisées d'un territoire pour télétravail afin d'éviter un temps de trajet domicile-travail conséquent et prévenir l'isolement social des travailleurs? Je pense particulièrement aux personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que vous répondez, Yolène Proux? Oui, bien sûr. Beaucoup de lieux se créent d'ailleurs sur cette idée-là, de recréer des espaces de travail pour éviter les déplacements. Et d'ailleurs, on voit bien que ça génère aussi une nouvelle activité économique dans les territoires et dans les territoires les plus isolés. Donc c'est vraiment la raison d'être de pas mal de lieux. Et effectivement, ils travaillent aussi à créer des communautés avec ces acteurs travailleurs qui sont dans ces nouveaux espaces-là. On y a beaucoup, ça dynamise aussi le travail indépendant dans les territoires. Et en les mettant en réseau, en les mettant en collectif, on soutient aussi cette activité d'indépendants qui parfois peuvent se sentir effectivement isolés. Donc oui, une limitation des déplacements, recréer un collectif autour du travail. Très très bien. Voilà, j'espère en tout cas que Madame Stéphane aura été satisfaite de cette question. J'en prendrai d'autres au fur et à mesure. Bien entendu, on va bientôt se quitter. Même question à chacun et chacune, et je demanderai à Cécile de conclure. Allez, je ne vais évidemment pas me réjouir de ce qui s'est passé en 2020. Bien entendu, personne ne peut se réjouir, mais est-ce qu'on peut dire d'un mal va naître un bien quelque part? Qui prend la parole? Allez-y, Yolène, puisque... Effectivement, cette crise, elle a révélé, en fait, pour nous, la capacité à faire de ces acteurs, à être très résilients, à s'organiser vite, de façon très agile dans les territoires, à être en mesure d'apporter des solutions concrètes, pragmatiques. Et je pense que ça a révélé le potentiel, en fait, de ces acteurs de tiers-lieux qui existaient déjà. Guylain. Alors moi, je ne voudrais pas non plus sous-estimer les difficultés du moment. Non, moi non plus. Soyons bien lucides aussi. Évidemment, qu'on soit clair. La situation est quand même très dure. Par contre, c'est une opportunité pour changer un certain nombre de vieilles méthodes un peu gauloises sur les bords, avec une résistance au changement qui est quand même un peu terrifiante dans notre pays. Et moi, je me dis que c'est une opportunité à ne pas louper. Donc faisons confiance aussi aux jeunes, mais qui s'appuient sur les plus anciens, lesquels plus anciens doivent transmettre leur savoir-faire et leur savoir-être. Allez, le mot de la fin, Cécile Malo, s'il vous plaît. Un mot. Écoutez, moi je suis d'accord avec ça. C'est ce qui fonde l'action de la Fondation de France depuis 50 ans. Donc on va continuer comme ça. Et peut-être avec une nouvelle posture aussi à rajouter dans notre besace, c'est de rester qualitatif, technique et fondé sur l'expertise, mais aussi d'introduire dans nos méthodes de travail du sensible et de l'informel, et ça fait beaucoup de bien. Merci à tous les quatre. Cécile Malo, déléguée générale de la Fondation de France Méditerranée, donc depuis Marseille, puis précédemment on était avec Marion Benhamou, responsable programme et Fondation Emploi, entre autres, à la Fondation de France. Merci à tous les deux. Alors merci donc à la table de Cana, Guylain Lafont, donc président de la table de Cana. N'arrêtons pas évidemment les efforts, évidemment, surtout en cette période de fête là, qui va démarrer dans quelques jours. Merci d'être venu ici. Merci à vous, Yolène Proux, déléguée générale de France Tiers-Lieux. Merci à vous. Bonne journée. Il est 10h55. On va se retrouver dans 5 minutes, toujours ici, dans le cadre de cette journée nationale, ce forum digital des associations et des fondations avec un hashtag Forum Asso. Allez-y sur Twitter. Dans un instant, comment concilier les enjeux environnementaux et la performance financière. Oui, l'ESS, bien sûr, est concerné par ces préoccupations environnementales. On en parlait précédemment, d'ailleurs, avec un précédent invité. À tout de suite, bonne journée.